Alors, Climat Social, représenté par André Rebello et par moi-même, Malika Iraja-Fiala, reçoit à son podcast Paul Poulain. Paul Poulain, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es spécialiste en sécurité incendie dans la maîtrise des risques industriels. Tu es cofondateur Émancipation Collective, association d'éducation populaire. Tu travailles aussi dans un bureau d'études en sécurité incendie en maîtrise des risques professionnels. Donc, il y a eu deux événements dramatiques qui ont causé l'incendie à Lubrizol en date du 26 septembre 2019. On a également assisté l'été dernier à l'explosion à Beyrouth, au Liban. Donc, suite à ça, tu as réagi en publiant une tribune sur Notre maison brûle et nous ne regarderons plus ailleurs, qui appelle à une conscience collective. Donc, on va te poser un certain nombre de questions. Je laisse la parole à André Rebello, qui va donc commencer par la première question. Oui, merci, merci Malika et merci Paul du coup d'avoir accepté notre invitation. Du coup, la première question qu'on voulait te poser, c'était en quoi l'explosion à Beyrouth, par exemple, a amené ou peut amener une réflexion sur les risques industriels en général et qu'est-ce que ces risques industriels ont changé dans la maîtrise justement des risques professionnels. Il y a deux questions en une. Mais plus généralement, du coup, sur l'explosion à Beyrouth, qu'est-ce que ça a amené en tant que réflexion sur les risques industriels? Sur l'explosion de Beyrouth en tant que telle, c'est l'impact, l'image déjà, car les plus grosses catastrophes qui ont eu lieu dans l'histoire n'ont pas été documentées par autant de vidéos. Donc ça déjà, ça a entraîné une circulation sur les réseaux sociaux vraiment importante. Après, c'est la catastrophe en tant que telle, hein, c'est une des plus grosses explosions industrielles de l'histoire, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui explose. C'est tout simplement, ça a entraîné 300 000 personnes sans logement. Donc, c'est sur 360 000 habitants dans une capitale mondiale. Nécessairement, ça entraîne directement une prise en compte des risques importantes. Il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est qu'on est en période de pandémie, qui est donc une crise sanitaire qui est liée à des risques aussi, hein. Une pandémie, ça fait partie de risques sanitaires. Une explosion, c'est des risques industriels. Mais c'est dans la grande catégorie des risques. Et au même moment où on subit quelque chose du fait de ne pas l'avoir préparé au mieux, bah forcément, ce type de catastrophe résonne. L'autre aspect, pourquoi ça résonne en France? Bah, il y a déjà les liens entre la France et le Liban d'un point de vue géopolitique, mais également le lien, c'est le nitrate d'ammonium. Parce qu'en France, on stocke, et donc on utilise 8% du nitrate d'ammonium agricole utilisé dans le monde entier. Donc c'est énorme. Pourquoi? Parce que le nitrate d'ammonium agricole est utilisé pour les engrais chimiques dans notre modèle agricole actuel en France, ce qui entraîne de nombreux stockages pour produire ces engrais, mais également les stocker avant de les distribuer sur des plus petits stockages durant une période durée chez les agriculteurs. Au total, en France, pour vous donner un ordre d'idée, on a 177 stockages de plus de 1250 tonnes de nitrate d'ammonium agricole, c'est-à-dire 2 fois moins à minima que ce qui a explosé à Beyrouth, et 45 stockages entre 500 tonnes et 1250 tonnes. Donc c'est quand même très important. Et également, nous avons des ports, une dizaine, dont Saint-Malo, Saint-Brieuc, dans lesquels sont stockées jusqu'à 7000 tonnes de nitrate d'ammonium agricole. Donc quand on parle de 7000 tonnes, pour rappel, c'est 3 fois plus qu'à Beyrouth. Donc c'est vraiment très important dans des ports qui sont situés proches également de la population qui habite ces villes, enfin, ces villes portuaires. L'autre aspect, c'est qu'on a 2 gros sites qui stockent énormément de nitrate d'ammonium agricole en France. Ambès, à côté de Bordeaux, à 24 km, qui stocke jusqu'à 68 000 tonnes de nitrate d'ammonium agricole, 25 fois plus qu'à Beyrouth, et Montoire de Bretagne, jusqu'à 110 000 tonnes, donc 50 fois ce qui a explosé à Beyrouth. Donc forcément, ça fait réfléchir, surtout quand on pense que sur les plus grands stockages, je tiens à rassurer, globalement, ces sites sont quand même très sécurisés, inspectés et n'ont pas été mis en demeure par l'administration vis-à-vis du risque d'explosion. Par contre, mon inquiétude est plutôt sur des effets dominos potentiels, c'est-à-dire un incendie sur un site à côté où l'on ne maîtrise pas bien les risques, qui entraînerait une catastrophe plus grande sur un stockage de nitrate d'ammonium, ou également des effets
du dérèglement climatique. On va avoir une multiplication d'incendies qui pourrait entraîner justement une explosion de nitrate d'ammonium. Parce que le nitrate d'ammonium n'explose pas seul, c'est un comburant, il a besoin d'être dans des conditions spécifiques, c'est-à-dire un incendie combiné à plus de 0,2% de matière organique, mais 0,2% de matière organique, ça va très vite. Un simple copeau de bois ou de la vapeur d'eau, quand on commence à essayer d'éteindre un incendie à côté d'un stockage de nitrate d'ammonium, suffit à partir d'une certaine température à entraîner une explosion. C'est pour ça que le nitrate d'ammonium a entraîné, outre Beyrouth, d'autres grandes catastrophes. Tianjin en Chine en 2015 sur le port, également AZF, qui est très connu en France comme l'une des catastrophes industrielles les plus importantes. Pour rappel, AZF à Toulouse en 2001, on se retrouve avec entre 20 et 120 tonnes de nitrate d'ammonium qui explosent, donc beaucoup moins qu'à Beyrouth, mais ça entraîne 31 morts et des milliers de blessés, et ça marque encore l'imaginaire de Toulouse aujourd'hui. Donc voilà pourquoi l'explosion de Beyrouth résonne, aussi parce qu'en France, l'incendie de Lubrizol, il y a un an à Rouen, a été particulièrement médiatisé, ce qui est relativement rare sur les accidents industriels, car l'année dernière, par exemple, en 2019, nous avons eu 1098 accidents industriels, incendie, explosion, pollution toxique accidentelle. Pourtant, celle qui a été le plus médiatisée, c'est Lubrizol. Et entre AZF et Lubrizol, des incendies, par exemple, même de matières dangereuses, n'ont jamais eu l'écho de Lubrizol. Ça s'explique par de nombreux facteurs, j'en citerai quelques-uns. On se retrouve avec des collectifs organisés en local qui ont fait caisse de résonance par rapport à l'accident, des Gilets jaunes, mais également des associations environnementales. On se retrouve avec Jacques Chirac qui décède au même moment. Et donc, on ne parle plus que de Jacques Chirac dans les médias, ce qui donne une caisse de résonance au fait que les gens à Rouen disent bah, on ne parle pas de notre incendie, on ne parle que de la mort de Jacques Chirac, alors qu'en fait, on pourrait faire vis-à-vis d'autres accidents la même chose en disant c'est un choix médiatique que de visibiliser d'autres actualités que celles d'un accident industriel. Et j'y viendrai sûrement après pour expliquer pourquoi on invisibilise aujourd'hui les 1098 accidents industriels. Mais ça fait, pour moi, c'est les deux principales raisons qui expliquent la surmédiatisation de Lubrizol par rapport à d'autres accidents industriels. Très bien. Bon, on va poursuivre avec la deuxième question. Sur une de tes dernières interviews, tu as évoqué le fait qu'on pouvait supprimer l'utilisation de produits chimiques dangereux, notamment le nitrate d'ammonium, en repensant le travail. Alors, comment tu comptes t'y prendre pour y arriver? Bah, pourquoi déjà je me pose cette question? Quand on travaille dans les risques, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que un produit, nous ne pouvons pas le remplacer par un autre équivalent moins dangereux. Pour le nitrate d'ammonium agricole, il est utilisé pour faire des engrais chimiques. Et il est maintenant prouvé, en mettant en place une agroécologie ou une agriculture paysanne, qu'on peut se passer progressivement de nitrate d'ammonium agricole en remplaçant ces engrais chimiques par des engrais naturels. Par exemple, l'urée. C'est-à-dire que tout simplement, en utilisant notre pipi, pour parler avec des mots compréhensibles de tout le monde, nous pouvons justement nous passer de nitrate d'ammonium agricole et donc de la chimie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, forcément, les entreprises qui vendent ce nitrate d'ammonium agricole ont tout intérêt à continuer à faire du lobby pour vendre leurs produits. En plus, à côté de ça, il y a également Bayer et Monsanto qui vendent des pesticides qui font partie de cette agriculture intensive qui, du coup, est néfaste, cette fois-ci d'un point de vue des sols, par exemple, mais également de la santé au sens large. Donc forcément, à la fois les vendeurs de pesticides et les vendeurs d'engrais chimiques ensemble se battent pour continuer à vendre leurs produits. C'est là où pour moi c'est à l'État de réguler et donc d'interdire l'usage de nitrate d'ammonium agricole. C'est d'ailleurs déjà le cas dans 7 autres pays européens. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça existe déjà ailleurs. Comment, par rapport au travail passé du nitrate d'ammonium agricole à l'utilisation d'engrais naturels, il faut, le premier point à regarder,
c'est les entreprises qui produisent ce nitrate d'ammonium. Ils emploient des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, et donc forcément, ces personnes vont perdre leur emploi. Donc, il faut utiliser, leur proposer, après, c'est à eux de voir, mais souvent, l'un des problèmes pour moi dans les plans de transition évoqués, c'est de dire, bah, vous allez aller faire enseignant, infirmière, infirmier, mais en fait, souvent, la grande majorité des gens ont plutôt envie de continuer leur métier. Donc, parce qu'ils se trouvent utiles par rapport à ce qu'ils font. Et ça tombe bien, sur les métiers d'ouvrier, technicien, ingénieur, dans le cadre de la transition énergétique, nous avons besoin de leurs compétences, notamment dans la transition énergétique, sur des plus petites unités de production d'énergie pour se passer d'autres risques, hein, comme le nucléaire par exemple, en utilisant, en démétropolisant déjà, en sortant de la logique des grandes villes qui forcément obligent d'avoir des installations énergétiques beaucoup trop importantes vis-à-vis des risques en face. C'est le cas pour le nucléaire, mais c'est le cas également sur les barrages hydroélectriques. Donc, la solution, elle est de développer des petites unités énergétiques adaptées à chaque ville et à chaque territoire. Donc, on va avoir besoin d'avoir des unités de méthanisation, mais adaptées, c'est-à-dire pas des unités de méthanisation qui soient pensées, comme c'est le cas pour certaines installations actuellement, dans la logique du nucléaire, de grandes unités de méthanisation qui vont être utilisées pour énergétiquement apporter des choses à de nombreux territoires. Non, d'un point de vue de la transition écologique, ça ne s'entend pas. Développer des petites unités de méthanisation, des unités d'hydrogène, utiliser de la biomasse, mais pareil, qui soit pensée dans une logique durable, pas dans une logique uniquement industrielle. Et pour développer ces différentes unités, nous allons avoir besoin de ces compétences, mais pas uniquement en énergie. Nous avons besoin de développer l'assainissement, la gestion des déchets, pour être dans une logique beaucoup plus circulaire. Pour cela, nous avons besoin des compétences de personnes qui travaillent déjà en industrie, notamment les personnes qui travaillent justement dans ces usines produisant du nitrate d'ammonium agricole. Donc les solutions vis-à-vis de l'emploi, nous les avons. Il suffit juste d'avoir le courage de mettre ce plan en avant et d'en discuter avec les premiers et les premières concernés, les impliquer, parce qu'ils auront sûrement des idées pour améliorer tout ça, mais c'est tout, c'est tout le travail qui pour moi est à réaliser, car il ne faut pas séparer travail et écologie. Pour moi, les deux sont totalement liés. Ça permet justement de faire la transition avec la troisième question. Et enfin, en tout cas, on pourrait faire une transition là-dessus et du coup parler du projet de tribune que tu as publié avec un collectif qui s'appelle Notre Maison Brûle et nous ne regarderons plus ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc, qui appelle, là encore, je cite, une conscience collective. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette initiative, en quoi ça consiste et c'est quoi les solutions qui sont proposées justement par l'initiative Notre Maison Brûle pour prévenir les risques industriels futurs à venir? En fait, la plateforme Notre Maison Brûle est le résultat d'une rencontre entre des militants et des militantes d'émancipation collective, dont je suis l'un des cofondateurs, qui est un mouvement d'éducation populaire, et des personnes d'associations environnementales, où nous nous sommes dit, aujourd'hui, vis-à-vis du sujet des risques industriels, nous allons arriver au 1 an de Lubrizol, et si nous regardons, les accidents ne permettent pas une prise de conscience globale des risques industriels. Nous le voyons quand nous allons faire de l'éducation populaire dans des jardins, dans des cafés, quand nous demandons aux personnes, la grande majorité des gens, quand nous leur disons l'année dernière, il y a eu 1098 accidents industriels en France, les gens nous regardent avec des grands yeux, comme si on leur apprenait que des ovnis débarquaient sur Terre. C'est vraiment, on s'est rendu compte du décalage entre une certaine réalité méconnue de la population, également les conséquences des incendies, parce que le problème quand il y a des incendies qui sont la grande partie des accidents industriels, la communication est de dire les fumées ne sont pas toxiques, alors qu'en fait, n'importe quelle fumée est toxique, même du bois bio. La question est de savoir, cette fumée, est-ce que cette toxicité, elle a touché les travailleurs, est-ce qu'elle a touché les résidents autour? Pour ça, il faut lancer des études épidémiologiques, il faut lancer des études toxicologiques. Aujourd'hui, ce n'est pas fait, mais pour que ces études soient lancées systématiquement après des catastrophes. Et également,
pour augmenter le nombre d'inspections, mettre en place une autorité de sûreté indépendante des installations classées pour la protection de l'environnement, pour justement que ce ne soit plus le préfet qui tranche entre développement économique de son territoire et la santé de la population. Dans ce cas-là, il faut déjà démocratiquement changer les choses, changer les institutions. Et sans qu'il y ait une prise de conscience populaire, c'est-à-dire que des travailleurs, des résidents autour des installations, on a 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement en France, des usines, des exploitations agricoles, des entrepôts logistiques. Donc, ce type d'installation parle à tout le monde, mais par contre, leurs risques ne parlent pas à tout le monde. Sans partager les connaissances autour de nous, c'est complètement impossible de réussir à avoir un changement de société avec un changement de l'exécutif en place qui justement amènerait des solutions. C'est pour ça qu'on a créé cette plateforme avec une carte des dangers, avec les 40 000 sites les plus dangereux en France, et également créer une méthodologie d'enquête qui permette à tout à chacun, en utilisant les outils déjà disponibles du gouvernement actuel, pour justement aller enquêter sur les sites autour, voir si ces sites respectent la réglementation, parce que sur le site Géorisque du gouvernement, on a accès aux informations qui nous disent, lors de la dernière inspection, si le site a été mis en demeure ou pas, ce qui permet après d'avoir une information et de réfléchir à comment visibiliser cette information, en entraînant des recours juridiques, en informant la population, en mettant en place des manifestations, en faisant de l'éducation populaire autour de chez soi, en disant, vous vous rendez compte, ce site à côté de chez nous entraîne des rejets toxiques accidentels qui dépassent la réglementation, ce n'est pas normal, voilà comment on pourrait changer les choses, etc. Donc c'est vraiment un sujet assez intéressant, les risques industriels, parce que ça mélange à la fois les thématiques environnementales, la thématique du travail qu'on évoquait tout à l'heure, mais également la thématique de l'éducation. Parce que sans une éducation à l'environnement et aux risques industriels suffisamment poussée, nous ne pourrons pas de toute façon transformer la société, parce qu'elle ne sera pas prête à entendre, comme c'est le cas sur pas mal de discours d'écologistes aujourd'hui. C'est que les discours d'écologie doivent être basés justement sur ce que vivent réellement les gens. Donc il y a ce travail de la plateforme qui a entraîné un appel du 26 septembre où après 15 groupes en France se sont mobilisés devant des sites Céveso et des sites nucléaires. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive, de coordonner 15 mobilisations le même jour à l'appel à la fois d'associations environnementales, de syndicats, d'organisations politiques et de personnes de la société civile, des Gilets jaunes, des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Jusqu'à maintenant, suite à AZF, la dernière journée de mobilisation avait été uniquement à l'appel des syndicats. Et à l'époque, il n'y avait pas un consensus entre associations environnementales et syndicats sur le fait de dire, sur les risques dont nous, parce que c'était les deux principales revendications, sur les risques dont nous devons nous passer, il faut arrêter ces activités et pour les autres, tout sécuriser pour ne plus avoir d'accidents pour les travailleurs comme pour les riverains. Donc voilà le travail de la plateforme. Et suite aux mobilisations, nous avons créé en partenariat avec Mediapart l'Observatoire des violences industrielles. Cet observatoire analyse les différents accidents remontés par la presse locale, mais également par soit des associations environnementales, soit par des citoyens lambda. On commence à avoir des premières informations de la base qui nous reviennent. Et là, on vérifie les informations et surtout, on va regarder les conséquences sanitaires et les conséquences environnementales de chaque accident. Et on en profite pour prévenir la presse. Et certains accidents, encore, sont traités par des différents médias comme Bastamag, France 2, France Inter, qui sortiront des sujets dessus avec l'objectif de ne pas attendre la prochaine grosse catastrophe pour vraiment améliorer la maîtrise des risques industriels. Très bien. Alors, on va terminer par notre dernière question avant de passer aux questions du public. Alors, dans les solutions que tu préconises, quel rôle en fait tu consacres aux organisations politiques? Quel rôle en fait doivent prendre les organisations politiques selon toi? Et en quelque sorte, quelle est la stratégie
proposés pour accompagner l'écologie politique. Donc, si tu peux répondre à ces deux sous-questions qui en font une seule. Donc, on t'attend sur ta vision de l'écologie politique, en quelque sorte. Sur l'écologie politique, je dirais qu'il y a une thématique que nous ne prenons pas assez en compte aujourd'hui et qui doit être travaillée justement par les partis politiques, c'est le rôle primordial de la santé. Parce que pour moi, la santé, c'est ce qui rejoint à la fois l'écologie et le social. C'est la thématique où n'importe quelle catastrophe écologique a un rôle soit sur la vie directe, soit sur la vie indirecte des gens. Quand on pollue des cours d'eau, quand on pollue les sols, quand on pollue l'air, ça a un impact direct sur la santé actuelle ou future de la population. Et quand on aura réussi à permettre à une grande majorité de la population de se rendre compte de cela, bah déjà on aura fait un grand pas. Et aujourd'hui, on est quand même, pour faire de l'éducation populaire, on en est très loin. Ça dépend des tissus sociaux. On voit que dans des villes où l'Europe Écologie et Vert, par exemple, a gagné, bah là, il y a une prise en compte justement sur sa santé propre qui est poussée. Mais par contre, dans d'autres endroits, ce n'est pas le cas. C'est la preuve qu'aujourd'hui, l'écologie politique ne résonne pas partout de la même façon. Et pourtant, les quartiers populaires, les territoires ruraux, les villes moyennes, sont les premiers à avoir des installations classées pour la protection de l'environnement avec des niveaux dangereux, des exploitations agricoles qui utilisent des pesticides, qui utilisent du nitrate d'ammonium qui peut exploser et qui explose 1 à 10 fois par an, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Donc, qui est touché? C'est justement ces populations qui, pour le moment, bah, ne sont pas sensibilisées à l'écologie politique. Ça n'empêche pas qu'ils puissent être sensibilisés à l'écologie d'une autre manière. Et c'est là où, quel est le rôle, pour lier à la première question, le rôle des organisations politiques qui prônent l'écologie sociale. Pour moi, le rôle de ces organisations, c'est d'arriver à faire le lien entre l'écologie, le dérèglement climatique, l'impact sur la biodiversité, l'amenuisement des matières premières, les risques industriels, et je mets en faire le lien entre ces thématiques écologiques et le reste. Les sujets démocratiques, qui sont une réelle demande d'être dans une réelle démocratie, de sortir de la professionnalisation de la politique, vis-à-vis de l'éducation également, d'être dans une éducation émancipatrice qui permette à tout le monde justement de participer à cette démocratie et de ne pas être avec justement ce qu'on peut dire parfois des écologistes, des Khmers verts qui vont imposer leur vision de l'écologie à tout le monde. C'est l'intérêt d'aller vers une éducation au service de l'émancipation, c'est qu'on va développer justement l'inverse des Khmers verts. Tous les sujets liés au commun, bah, la santé, ce que j'évoquais, les sujets liés au transport, le travail, l'évoquais tout à l'heure, sans aller vers une activité pour tous épanouissante, et pour toutes, bah, on n'y arrivera pas en fait. L'écologie, si c'est juste vu comme des contraintes, bah forcément, ça ne donnera pas envie. Et justement, quand je parle de contraintes, c'est aussi de développer une nouvelle société des loisirs. Pour arriver à un modèle écologique, il faut permettre à tout le monde de travailler, donc structurellement travailler moins. Et donc travailler moins, ça veut dire avoir plus de temps libre. Ce qui est quand même intéressant à voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont paniquées par le confinement. Il y a plein de sortes de paniques, mais il y a une partie qui est liée au fait de ne pas savoir quoi faire de son temps libre. C'est aussi qu'il y a toute une culture, tout un rapport au sport à modifier justement et à permettre à tout le monde de voir que ce temps libre, bah, justement, peut être une source d'émancipation individuelle et collective vraiment intéressante. Il y a aussi lié l'écologie au rapport de domination. On voit la puissance on dit, des combats féministes, des combats antiracistes vis-à-vis des combats féministes qui se retrouvent avec des conséquences sur sa santé plus poussées liées à tout un paquet d'activités. Ce sont des femmes qui font des travaux précaires. Vis-à-vis de l'antiracisme, c'est pareil, qui se retrouvent à travailler en région parisienne dans les centres de tri qui gèrent nos déchets, majoritairement des personnes racisées. C'est quand même des exemples comme ça, on en a
on en a à foison. Donc pour moi, voilà, c'est réussir à lier ces sujets écologiques à tous les autres sujets et ne pas faire de l'écologie politique uniquement les sujets de dérèglement climatique, de biodiversité et de matières premières. C'est une partie d'un projet politique importante, structurelle, mais il ne faut absolument laisser aucun sujet de société sur le bord de la route pour des raisons liées à l'écologie comme alpha et oméga de la politique. Très bien. André, je te laisse Ok. sur les questions C'est vrai que- subsidiaires. Non, mais il y aurait plein de choses sur lesquelles rebondir parce que alors, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Mais bon, priorité d'abord aux questions qui tombent. Je ne sais pas si tu les vois sur le chat, mais il y a une question de Anna là qui nous demande en quoi l'incendie des entrepôts France Logistique au Havre la semaine dernière est une illustration de ces accidents ordinaires entre guillemets. Et est-ce que les réactions, la couverture médiatique, mobilisation de Robin des Bois pour qu'une enquête soit menée, etc., montrent quand même que les choses bougent, quoi. En gros, voilà, il y a quand même en effet une réaction. Tu parlais de Lubrizol tout à l'heure, ou même de Beyrouth. Est-ce que ça montre pas quand même qu'il y a quelque chose qui se passe du point de vue de la conscience collective, en effet, sur les risques industriels? Sur la catastrophe du Havre, effectivement, c'est vraiment intéressant parce que sur un accident qui avant serait passé en dessous des radars, hormis la presse locale, hein, France 3 Normandie et France Bleu Normandie, là déjà, France 3 Normandie l'a traité en disant qu'il y a la communication des pompiers de dire que l'incendie n'est pas toxique, mais tout en précisant que n'importe quelle fumée d'incendie est toxique. Donc déjà, ça permet déjà, enfin c'est une première approche de journalistes qui font leur travail de journaliste, c'est-à-dire mettre en perspective les différentes informations que l'on a par rapport aux informations des différents journalistes travaillant sur les sujets, ce qui n'était pas fait avant Lubrizol. Donc là, c'est une première chose intéressante. L'autre aspect, c'est que des médias nationaux ont communiqué sur l'incendie du Havre, notamment BFM TV, TF1. Donc, ça commence à être intéressant. Ce qui sera une prochaine étape, c'est quand TF1 et BFM TV feront comme France 3 Normandie et mettront en perspective les incendies vis-à-vis des communications à la fois de l'État, mais également des entreprises privées qui subissent ces incendies. Mais je pense qu'on va vraiment dans le bon sens, parce qu'avec l'observatoire que nous avons monté, toutes les rédactions, quelles qu'elles soient, viennent nous demander des informations. Donc ça, c'est vraiment vis-à-vis de la couverture médiatique, quelque chose de vraiment très intéressant. Et j'espère que dans le futur, avec le travail de l'Observatoire, nous allons permettre d'arriver à une réelle prise en compte des accidents industriels, comme aujourd'hui on prend en compte un acte terroriste, par exemple. Moi, ça m'étonne toujours que dès qu'il y a un acte terroriste, bah, ça me paraît logique, on le relaye d'un point de vue national. Par contre, dès qu'on a un accident industriel, bah, on n'en parle pas d'un point de vue national. Ça me pose vraiment des questions parce que l'impact dans les deux cas est très important pour la population en local. Et pourtant, on ne traite pas les deux sujets de la même manière. Mais parce qu'aujourd'hui aussi, les sujets de la santé au travail étaient plus ou moins laissés quand même en dessous des autres sujets, notamment économiques. Mais on sent que ça change. L'autre côté qui amène ce changement, j'en parlais avec des jeunes étudiants qui travaillent sur le sujet de l'anthropologie vis-à-vis des risques après la catastrophe de Lubrizol et notamment lié au coronavirus, bah, le moment collectif que nous sommes en train de vivre change fondamentalement et profondément notre approche des risques. Et ça, vis-à-vis de l'écologie politique, ça peut être intéressant si on arrive à lier l'écologie aux autres sujets. Pourtant, il y avait déjà, avant de poser la question, je vais juste rebondir là-dessus, il y avait déjà, enfin, je me souviens du bouquin de Ulrich Beck sur la société des risques là-dessus, où déjà il nous alertait sur la recrudescence des risques et les conséquences de tous les risques, et notamment il prenait les exemples des risques déjà industriels qui s'étaient posés, si je dis pas de bêtises, dans les années 80 ou dans les années 90, par exemple la crise du Bhopal en Inde. Donc,
sais pas si tu vois un peu ce que c'est, mais bon, je vais pas rappeler, mais c'est cette espèce d'énorme usine qui a explosé en Inde et qui a été une des premiers gros phénomènes de risques industriels qui a provoqué énormément de dégâts et énormément de victimes. Et en fait, voilà, on avait en fait déjà les outils de fond, les outils idéologiques de fond pour nous amener à réfléchir sur en fait quelle est la société dans laquelle on entrait. Et même toutes les réflexions de Gunther Anders ou d'autres grands sociologues ou philosophes ou écrivains sur le nucléaire, qui est quand même la réflexion sur le risque nucléaire est quand même un peu à la base de l'écologie politique ou de l'écologie sociale quelque part. Je veux dire, la question de savoir dans quel monde on rentre à partir du moment où on est capable de s'autodétruire avec une arme qui est l'arme nucléaire et une industrie nucléaire qui peut exploser à tout moment et dévaster complètement une grande partie de la planète. Donc en fait, en fait, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que finalement, la question des risques et de la crise sanitaire, elle est un peu oubliée. En effet, comme tu le dis, c'est un peu le parent pauvre de l'écologie politique, alors même que c'est à la base de la réflexion en écologie politique depuis très longtemps, depuis Gunther Anders, depuis voilà, beaucoup de personnes qui ont réfléchi à partir des risques industriels du nucléaire et plus tard avec Ulrich Beck à partir de cette espèce de société du risque dans laquelle on entrait, quoi. Oui, justement, il disait qu'on entrait dans une nouvelle ère, une ère de risques industriels majeurs. C'est ça qui m'interpelle un peu. Enfin, bon. Bah, c'est le problème parce que je les ai eus, et je pense que ce qui me manquait, hormis la diffusion déjà de leurs travaux, hein, qui reste toujours, hein, c'est pour ça que nous on cherche à ce que le travail de l'Observatoire soit repris par tous les médias, quels qu'ils soient, pour justement toucher toute la population. Ça, c'est le premier point. Mais après, sur l'autre, il y a aussi qu'aujourd'hui, on a quand même une chance, c'est que tout ce temps perdu a quand même permis de développer les alternatives sur notamment l'agroécologie, l'agriculture paysanne, mais aussi d'un point de vue énergétique, qui devrait permettre, si on travaille bien collectivement, de sortir du côté soit progrès technique, croyance au progrès technique d'un côté, soit technophobie de l'autre. Et pour moi, la solution, elle se situe bien entre les deux. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure pour développer des outils énergétiques adaptés à la taille des populations en local, en ayant une démétropolisation et en ayant le travail proche des gens. En fait, les solutions, on les a. Et je pense qu'on a quand même plus d'armes aujourd'hui pour sortir du clivage progrès technique, technophobie. Et c'est là où l'écologie politique, pour moi, doit proposer un horizon qui donne envie, en fait. Parce que si c'est uniquement dire on va se passer de voiture, on va se passer du nucléaire, on va devoir réfléchir à notre utilisation de la lumière, à moins se déplacer, à moins faire le tour du monde. Vu la construction de la communication de masse autour qui a engendré le système capitaliste, c'est très compliqué. À nous de développer aussi cet imaginaire, et pas uniquement, même si c'est important, l'imaginaire des ZAD, l'imaginaire de villes autogérées, etc., mais surtout travailler sur là où travaillent les gens, sur des nouveaux loisirs qui soient plus sociaux et respectueux de l'environnement. Un contre-imaginaire à l'imaginaire Amish qu'on veut nous coller sur la peau. C'est ça. Ouais. Exactement. Bon, il y a une question de Mathieu qui nous dit quels sont les moyens d'action des simples citoyens-citoyennes pour faire face à ces accidents industriels et à ces menaces sur notre santé et sur l'environnement? Il y a en premier lieu un arsenal juridique qui existe, mais qui a ses limites, liées au fait que malgré tout, c'est le préfet qui prend la décision. Donc pour moi, l'arme des citoyens, quels qu'ils soient, hein, et des habitantes des territoires, c'est le savoir. Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur le savoir, on réfléchit aux actions pour visibiliser ce savoir. Et si ce savoir il devient collectif, on finit par changer les institutions. Ce qu'on fait, si on revient en fait, à l'histoire de l'humanité, en prenant de nombreux exemples, c'est la seule chose qui a permis de changer les choses, c'est la circulation du savoir. C'est aussi pour ça qu'on ne donne pas les moyens d'un point de vue éducatif aujourd'hui en diminuant le nombre d'enseignants par classe, en ayant des méthodes pédagogiques qui amènent le savoir critique. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas suffisamment les sciences humaines et qu'on reste sur les sciences de la nature qui sont
quand même un savoir qui amène à prendre moins de recul. Parce que, et ça a été aussi travaillé par des sociologues qui évoquaient très bien qu'à partir d'un moment au XXe siècle, le pouvoir économique et donc le pouvoir également étatique s'est bien rendu compte que si jamais le savoir circulait trop, ils allaient se retrouver bloqués et être obligés de partager le pouvoir. Donc, pour les puissances capitalistes, l'argent, mais pour l'État, leur pouvoir. Et donc, à partir de là, ils ont commencé à diminuer les moyens alloués à l'école, parce qu'il y avait suffisamment de bons petits soldats du système capitaliste, et surtout, ils ont sucré aussi toutes les subventions à l'éducation populaire, aux associations d'éducation populaire qui avaient notamment été montées par le Parti communiste français. Et donc, pour moi, c'est tout ce qui doit être reconstruit par l'écologie politique aujourd'hui. C'est développer de l'éducation populaire partout où nous pouvons en faire. C'est difficile là, avec la période que l'on vit avec le coronavirus, mais en fait, on peut déjà le faire autour de chez soi en allant proposer, on a eu une réunion là-dessus avec Émancipation collective récemment pour décider comment, sur ce deuxième confinement, on ne va pas rester bloqué, les bras ballants comme on a fait la dernière fois. On peut aller justement proposer de l'aide à ses voisins individuellement et en profiter pour engendrer la conversation. Parce que et là, on est autour du care. Il y a des personnes qui pourront avoir besoin qu'on aille leur faire leurs courses, d'autres qui vont avoir juste besoin, tout en respectant la distanciation sociale, de discuter, voire éventuellement de s'appeler. Et ça, c'est des choses qu'on doit réfléchir déjà en période de confinement et qu'on doit surmultiplier dès qu'on en aura fini avec ce coronavirus. Mais il ne faut pas attendre d'en avoir fini avec cette pandémie, parce qu'en plus, les écologistes, on est les premiers à le savoir, on continue à avoir un impact tel sur la biodiversité. Il y a encore eu une étude parue là, les derniers jours qui prouve que ce qu'on vit actuellement n'est, ça se trouve, qu'un prémisse moins violent que ce qu'on va vivre après. Donc, d'un point de vue politique, il faut absolument s'adapter pour réussir quand même à faire ce travail d'éducation populaire et politique, du coup, mais pas comme, enfin moi c'est la critique que j'ai quand même du système communiste et du Parti communiste comme il l'a fait, même si c'était très efficace, c'est d'avoir une éducation uniquement descendante. On peut faire de l'éducation populaire qui ne soit pas descendante et qui soit horizontale à partir du moment où on laisse tout autant l'autre personne nous parler que quand nous prenons la parole, et surtout respecter le fait qu'il y ait des divergences. Parce que la base de la démocratie, et on le voit bien même au sein de n'importe quel parti politique, c'est qu'on n'est pas tous et toutes d'accord, et pour moi c'est rassurant. En tout cas, merci pour cette réflexion qui est passionnante et captivante, hein. On a vraiment passé un très bon moment. Pour ma part, on a une boîte à outils, on a des choses, euh, des, euh, des propositions, des mesures à mettre en place. Comme tu sais, Paul, moi je suis préventeur et les risques professionnels, c'est quelque chose qui me passionne et c'est vrai que ce savoir, il faut le transmettre. Il faut le transmettre au plus grand nombre.